L'épisode 55 du Brap Show, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. On va parler du championnat du monde de Supercross, le Grand Prix d'Australie. À mes côtés, comme toujours, c'est Mister Brap et c'est 17 842 abonnés sur TikTok. Mister Brap, c'était bien le Grand Prix d'Australie? Ben ouais, c'était pas trop mal. J'ai Ça bien t'a fait aimé. gagner des abonnés ou pas? Non. Évidemment, on remercie MGT Design et MGT Design Racewear d'être avec nous. Vous pouvez peut-être entrevoir derrière Mister Brap la nouvelle collection 2027 qui est déjà sortie sur Instagram. J'ai menti, c'est la 2026. Et oui, bien sûr, on est dans le présent et le futur. Non, mais vous allez voir sur Instagram et TikTok. Elle est aussi sur TikTok, la vidéo, j'imagine. Ouais. Voilà, donc vous pouvez aller voir tout de suite les nouveaux modèles. Nouveaux modèles que, bien sûr, c'est le concept de la marque, vous pouvez personnaliser à votre goût. Que ce soit le flocage, qui n'est pas vraiment un flocage parce que c'est de la sublimation, mais le nom et le numéro, vous pouvez changer. La police, évidemment, le nom et le numéro, les couleurs, tout ça. Vous pouvez changer les logos, vous pouvez changer la couleur des motifs sur les manches, le buste, le pantalon, bref. Vous pouvez vraiment faire la tenue à votre sauce. En fait, ces tenues qui sont déjà magnifiques sont des bases pour vous inspirer. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil juste avant Noël. C'est le moment s'il y a un petit cadeau à faire au tonton, aux frères, à la copine, parce qu'il y en a pour tout le monde, donc c'est super. Même si vous avez une gamine de 2 ans qui veut faire de la moto, vous pouvez déjà lui acheter la tenue. Donc allez-y. Et nous, cette fois, ça va partir. Grand Prix d'Australie. Et on va commencer par le circuit, parce que circuit sec béton, comme franchement, comme des terrains d'entraînement dans le sud de la France en plein été en fait. On n'est même pas niveau terrain d'entraînement de Californie, là, tellement que c'était sec. Des gros whoops. Et moi, j'ai trouvé que les enchaînements aussi étaient pas mal. Je pense que c'est le double triple qu'il faisait avant les whoops. J'ai trouvé que le triple du milieu, il envoyait quand même vachement haut. Ouais, qu'est-ce que tu as pensé de ce circuit? Ouais, j'ai bien aimé. Alors c'est sûr que les conditions, c'est pas vraiment ce que j'aurais aimé moi en tant que pilote. Ça faisait très poussière aussi justement dans les extérieurs et on voyait que la surface était très dure donc glissante. Donc j'imagine que c'est pas le top, notamment sur les prises d'élan quoi. Enfin, on sait qu'en supercross des fois ça ressort du virage, petit coup d'embrayage ou gros coup de gaz en tout cas, appel à scie. Et bah là, si tu as l'arrière qui chasse à ce moment-là, enfin, on en a vu quelques-uns. On a vu un Tomac nous faire un petit 3-6 dans un virage. Anderson aussi glisser sur l'appel d'un enchaînement et être un peu en catastrophe dedans. Donc, ouais, à mon avis, pas terrible pour les pilotes à rouler, mais en tout cas, en tant que spectateur, on a eu du spectacle ce week-end. Donc, ça, c'était plutôt cool. Ouais, ça glissait énormément quand il faisait le petit quart de tour. Avant de recouper sur la ligne de départ aussi, quand les mecs ils prenaient l'intérieur là, c'était vraiment quelque chose. Euh, Au final, ça a permis de faire plus ou moins des différences et ça a créé des erreurs en fait chez les pilotes et ça a participé, je pense, à donner de belles courses. Le fait que le terrain soit si sec, peut-être que euh, s'il y avait une meilleure adhérence, ça aurait été plus simple pour les pilotes et du coup peut-être moins des courses moins serrées, moins de suspense. Là, c'est vrai qu'au final, on a eu de la bataille pour la victoire un petit peu dans toutes les manches, des pilotes qui étaient capables de remonter et un terrain qui s'est montré délicat, quoi. Ouais, et puis je pense surtout que le fait qu'il n'y ait pas d'ornière, en tout cas, c'est ce qui facilite la bataille entre les pilotes, c'est qu'ils peuvent facilement aller dans un virage, se jeter dans l'intérieur. Ils n'ont pas des whoops à, à dribbler dans le virage là, à cause des ornières. Et ça, et même dans l'appel des sauts, ça leur donne la liberté justement de sauter à droite, à gauche et d'être plus à l'aise aussi. Parce que même si eux, c'est des pilotes professionnels qui ont l'habitude justement des rails dans les cuvettes entre chaque boss, je pense quand même que c'est plus délicat pour eux et que du coup, ils sont quand même moins à l'aise et plus attentifs quand ils doivent atterrir dans un rail plutôt que là sur une piste où bah, c'était tout lisse, pas d'ornière, mais par contre ouais, en contrepartie glissant. Oui, aussi l'intérieur après le saut d'arrivée. On voyait que les mecs ils galéraient à repartir. En fait, ils allaient prendre l'intérieur pour essayer de doubler et tu voyais que c'était le coup d'en bas et, et la roue qui patine et la moto qui part pas, quoi, presque. Ouais, et là pareil, il virait à plat quoi, il n'y avait pas d'ornière qui se crée, un léger monticule de poussière en fait, mais rien pour s'appuyer, donc c'est sûr qu'ils repartaient de zéro et on voyait qu'ils avaient tout le temps la ligne de départ pour regarder l'autre à côté, est-ce qu'il va se positionner dans l'inter, qu'est-ce qu'il fait, mais bon au final ouais, on a eu quand même pas mal de batailles.
Ils attendaient en fait potentiellement une grosse averse dans la journée qui n'est au final jamais arrivée. C'est pour ça, a priori, qu'ils n'ont pas ou très très peu arrosé de toute la journée. Bon, au final, c'est des conditions que tu voudrais revoir plus souvent en tant que spectateur. Bah, si c'est vraiment, l'hypothèse que j'aimais, que ce sont les conditions, tu vois, qui permettent, justement autant de batailles, de facilité pour les pilotes justement de sauter dans l'intérieur et cetera, j'ai envie de dire oui. Après, si c'est pas spécialement ça et puis surtout, voilà, petite pensée quand même, aux pilotes, c'est sûr que si eux se régalent pas, c'est pas terrible. Mais bon, après, je pense que, enfin voilà, ils arrivent à s'adapter quand même à chacune des conditions et c'est vrai que j'aimerais bien être une petite souris pour savoir justement ce qui se dit dans le paddock à ce moment-là. Est-ce que, ah purée, la piste horrible, genre ils prennent pas de plaisir parce que vraiment ça glisse de ouf et tout. Enfin, moi je sais qu'en tant que pilote du dimanche matin, quand il y a une piste comme ça, j'ai du mal à trouver du plaisir, tu vois. À moins qu'il y ait une bosse sur laquelle j'arrive à faire un pseudo whip ou quoi, tu vois, qui va me refaire un peu ma journée. Sinon, je sais que je galère beaucoup sur du plat, sur du sec comme ça, donc ça me ferait pas du tout kiffer. C'est pour ça que je disais justement, j'aurais pas du tout aimé rouler sur une piste comme ça. Mais bon, si eux, enfin, je pense qu'un Roxen, tu vois, il doit trouver du plaisir. C'est vrai que souvent, il excelle dans ces conditions-là. Donc, je pense quand même qu'il doit se faire plaisir. Et puis, de toute façon, de manière générale, quand tu gagnes et que tu es devant, quoi qu'il arrive, tu prends plaisir à la fin. Ouais. Bah, des interviews que j'ai écoutées, les pilotes se plaignaient pas en disant c'est n'importe quoi ou quoi, mais ils n'étaient pas non plus ravis des conditions. Je crois que Roxen lui a dit que bah, ils auraient pu quand même faire en sorte de mettre un peu d'humidité dans la terre, quelque chose quand même, parce que c'est vrai que c'était très sec. Après, ouais, ils avaient plus tous l'air de dire que c'était délicat, que bah, je trouvais pas forcément l'adhérence et que c'est pour ça qu'on a vu aussi pas mal de pilotes se mettre des longs et des courts dans les enchaînements. C'est que c'était dur de bien jauger les gaz parce que tu n'avais pas forcément l'adhérence sur les appels de saut. Ou en tout cas, l'adhérence était variable. Mais dans l'ensemble, ouais, c'était pas génial, mais pas horrible non plus, quoi. Ils ont pas non plus incendié les préparateurs et les organisateurs pour ça. Bon, encore une fois, des gros whoops. Oui, j'allais dire juste avant aussi, c'est vrai qu'ils sont que 16 aussi en championnat du monde de Supercross. Peut-être qu'à 22, ça fait plus de poussière encore et c'est plus galère. Ça fait aussi plus de monde sur les premiers tours. La piste se détruira peut-être un peu plus, même si bon, elle était tellement béton que ça se défonce pas énormément, mais ça finit toujours par faire des marches dans les whoops et enfin on les connaît, hein, les trous quand la piste est super sèche ou au final ça fait des trottoirs limite par endroit une fois que ça se défonce. Donc ouais, peut-être qu'après, si c'était sur un SXUS à 22 par, par manche, ce serait peut-être plus dangereux, je sais pas. Mais là, a priori, il n'y a pas eu de gros blessés, encore une fois, sur cette épreuve, malgré donc la terre très sèche et les 11 whoops. Donc c'est plutôt bien. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'en SXUS, on voyait quand même là, je trouve, on en parlait dans les précédents podcasts, que c'était de plus en plus soft quand même la terre, elle était de plus en plus molle et de Mm. plus en plus d'ornières. On avait moins justement de terrain où c'était plus dur. Donc, ouais, peut-être un peu un compromis entre les deux, tu vois, que ça fasse quand même peut-être des petites traces dans les ornières, dans les virages, de quoi s'appuyer un petit peu, des ornières, mais pas de là à avoir ouais, des gros rails entre les bosses. Mais bon, j'imagine que c'est pareil, hein, c'est pas évident de jauger, surtout quand en plus tu as un stade ouvert et que tu dépends aussi de la météo, d'anticiper, etc. C'est pas évident. Ouais, puis aux US, bah, comme ici, hein, mais comme en Australie, ça dépend aussi. La terre est souvent stockée en extérieur, donc ça dépend de la météo qu'ils ont bah, les semaines et les mois qui précèdent. Mais c'est vrai que je te rejoins où j'ai l'impression que quand on regardait les anciennes courses, genre début des années 2000 ou même tu vois dans Bar to Bar 2009, des courses comme à Phoenix ou à Houston, j'ai l'impression que la terre était plus dure, plus sèche et avec moins d'ornières dans les virages. Là où c'est vrai que maintenant, même quand on va à Glendale, même si la terre est dure, elle fait quand même des ornières. Ça n'a pas l'air hyper glissant comme ça avait l'air de l'être auparavant. Donc c'est vrai qu'il y a quand même. Après, j'ai pas envie de dire qu'il y a moins de diversité dans la terre parce que j'ai l'impression que les terres qui étaient plus sèches et plus dures avant sont plus molles maintenant, mais les terres qui étaient molles sont peut-être encore plus molles aussi. Mais après, j'ai déjà entendu des histoires où Atlanta, dans les années 90, tu sautais même pas le triple parce qu'il y avait trop d'ornières, tu vois. Donc, et ça, c'est vrai que c'est des époques que j'ai pas connues. Et peut-être que non, en fait, peut-être que c'est plus homogène maintenant d'une terre à l'autre. Mais ouais, ça pourrait être sympa de voir un petit peu plus de variété. Puis c'est vrai que, comme toi, j'ai toujours trouvé que quand il y a un peu moins d'ornières, même si eux, c'est des pilotes professionnels et qui sont super bons là-dedans,
ils sont plus capables de bouger et du coup de faire le spectacle, tout simplement. Et puis, enfin, je pense que même au-delà des années 2000, genre même les années 2010, enfin, je pense qu'on se souvient de Villopoto, tu vois, qui justement est réputé pour virer au frein arrière. Bah, dans un virage plein d'ornières, tu vires pas comme ça, tu vois, tu te cales dans l'ornière et t'y vas. Donc c'est vrai que même les années jusqu'en 2014, il a roulé en SXUS. Mm. Bah, visiblement jusqu'en 2014, en tout cas, tu avais quand même une majorité. Après, moi, je trouve que c'était bien justement d'avoir quand même quelques. Je crois que c'est Seattle où justement c'est une terre quand même Mm. molle et sablonneuse qui faisait même un rail dans les whoops où quasiment ça driblait même plus. Tu avais le gros rail au milieu. Ça, c'était pas mal parce qu'au moins tu avais de la diversité. Tu avais à un moment donné une, deux, trois épreuves peut-être sur les 17 où voilà, c'était vraiment très ornière, presque un terrain de sable, tu vois, de supercross. Enfin, voilà, et ça change et puis ça permet justement de les confronter à différentes textures. Mais c'est vrai que quand on a tout le temps des terrains avec des ornières, moi je pense que c'est sûr que ça les bride un peu. Et puis pour le coup, enfin, ils réduisent justement les whoops. Bah, je pense qu'un enchaînement plein de rails est tout aussi dangereux, voire plus, qu'une ligne de whoops avec peut-être deux ou trois whoops en plus. Donc même pour la dangerosité de la piste, je pense que moins de rails, ça reste moins dangereux, même si encore une fois, effectivement, c'est des pilotes professionnels et qu'ils se débrouillent bien mieux que nous là-dedans. Je pense que ça met quand même un risque en plus, et même du côté spectacle, qui est quand même quelque chose auquel ils pensent beaucoup les organisateurs, bah, je pense que ça les limite un peu et ça nous donnera moins de batailles qu'un terrain un peu plus plat. Ouais. Bon, on va parler un petit peu de la course. Joey Savacci qui fait la pole et la super pole. Surpris ou pas? Bah, un petit peu, ouais. C'est vrai que je l'attendais pas spécialement là. Enfin, tu vois, j'aurais dû miser, mettre un billet de 5 euros, je l'aurais pas mis sur lui, quoi. Ouais, clairement, ouais. En plus, il le fait à la course la plus relevée, j'ai envie de dire, du championnat du monde, parce que on a Webb qui vient, on a Tomac qui revient, Roxane qui est encore là. Là où, bon, on n'a pas de Justin Cooper qui lui était là sur les deux premières, mais on a Digan qui revient aussi. Donc, ouais, c'est vrai que là, on avait trois ou quatre wildcards. Non, bah Roxanne, on le compte pas vraiment comme un wildcard, mais c'est vrai qu'il sera plus là les deux prochaines. Mais du coup, on a trois wildcards, là où les deux précédentes, on avait deux wildcards, il me semble, dans la catégorie SX1. Donc, c'est vrai que si tu me disais que Savacci, il allait faire une pole sur les 5 épreuves du championnat du monde, j'aurais pas dit, ouais, c'est en Australie qu'il va le faire. Ouais, non, c'est sûr. Et puis en plus, moi, jusque-là, je l'attendais quand même un petit peu mieux, Savacci. Je Hmm. trouve que l'année dernière en World Supercross, justement, enfin, il y a des fois, il se confrontait quand même à Roxen. Il tenait et tout, et t'avais envie de te dire, oh là, ça sera à suivre en SXUS, etc. Que là, je trouvais que c'était un peu moins bien que l'année dernière. Donc, ouais, c'était un peu surprenant. Après, ça s'est pas trop concrétisé dans les manches. Il fait cinquième du général, mais bon, ça va dans le bon sens. Je pense que pour le championnat, j'ai pas trop regardé les écarts de points au championnat, mais remarque qu'il est peut-être passé devant Anderson, vu qu'Anderson il a eu un Grand Prix d'Australie compliqué aussi. Mais, euh, mais je pense que de toute façon, Anderson comme Savacci, ils vont avoir un petit déficit sur Craig qui va être un petit peu compliqué à combler, surtout quand on voit comment Craig prend de la vitesse et sur une bonne dynamique. On peut parler de Craig tout de suite, mais moi, ça m'a fait quelque chose quand même parce qu'il est allé chercher Tomac à la régulière. Dans les Whoops, c'était le Craig des grandes années. Et ouais, il gagne la finale, il finit deuxième du général. Et enfin, on le dit depuis la première épreuve, Craig, il me surprend un petit peu. Jusque-là, je vais dire ça, il m'avait surpris, mais pas forcément impressionné, parce que il faisait quelque chose qui, je pense, était en alignement avec son meilleur niveau pour moi. Euh, et j'attendais pas à ce qu'il l'atteigne aussi vite. Mais en Australie, après c'est une course d'off-season et tout, mais quand même, il gagne la finale et il est très très solide toute la journée. Et là, il m'a impressionné quand même. Ouais. Aller gagner une course en 450 devant Roxen, Webb, Digan et Savacci Anderson, Tomac, en doublant Tomac à la régulière, même si Tomac c'est que sa, enfin, on va dire Tomac c'est que sa deuxième course sur la KTM, mais Craig c'est que sa troisième sur cette Honda là, quoi. Et puis sur une 450 Honda, c'est que sa troisième course depuis, ça faisait 5 ans quoi qu'il n'avait pas roulé sur une Honda en 450, voire plus. Je sais même plus en quelle année exactement il passe chez Star, mais donc ouais, impressionné là de Craig.
Ouais, clairement, moi, il continue de m'impressionner hein, week-end après week-end parce qu'effectivement, je ne l'attendais pas spécialement là dès le départ. Et puis, même chose, bah, là encore ce week-end, effectivement. Bon, Thomas qui était un peu dans les choux, hein, pour le coup, je crois qu'il y a quand même pas mal de monde qui l'ont doublé et je crois qu'il était un peu à la rue là ce week-end. Mais il y avait tous les autres et effectivement, la vitesse dans les whoops, quand même. Était belle pour Craig et c'est sûr que bah, il l'a pas volé celle-ci, il n'a pas profité de faits de course en particulier, donc ça fait plaisir à voir et j'espère juste que tout ça, ça se concrétise en SXUS. Enfin, moi, je suis toujours pour qu'il y ait des nouvelles têtes. En réalité, pas vraiment, mais voilà, on l'a jamais vu aux avant-postes en Supercross en 450. Donc, si là, tu as un Craig d'un seul coup sur une moto en plus privée là, qui vient dans un team privé et qui vient et qui peut faire des podiums, quoi, ce serait grave stylé. Donc, puis j'ai vu aussi un article justement, enfin c'était une interview de Roxane qui disait, qui parlait justement du podium de Craig et qui disait qu'il n'y avait pas spécialement besoin d'être dans un team factory pour performer et que l'entourage est plus important et que le team de Craig il s'y sentait très bien quand il a fait une pige, bah, notamment au Supercross de Paris. C'est vrai qu'il avait bien roulé, c'était quoi 2022 du coup, Mhm. non? Ouais, Oui, sur sa face à Honda privée Tomac. aussi. Voilà, c'est Ouais, ça. Et ouais, bah, ouais, et c'est ben, ça, je crois que 2022. c'était de ce team-là que la moto elle venait. C'était avec Ah, cet ok. entourage-là qu'il était venu et il disait qu'il en était très content de cette moto et de l'entourage, quoi, enfin de la façon dont les gars bossaient. Et donc il soulignait ça et il disait que l'entourage donc comptait plus que d'être sur une factory bike. Et voilà, ouais, non, franchement, c'est bien pour Craig. Ouais, ouais. Mais du coup, tu penses que 2026, ça peut se transformer en quelques podiums en SXUS? Ah, SXUS, il y a encore plus de monde, tu vois. Et puis il y a des mecs qui, justement, je pense, rouleront pas comme. Enfin, tu vois, même un web, là, quand tu le vois rouler, tu te dis, c'est pas le champion SXUS, tu vois, c'est pas possible. C'est pas celui qui a battu tout le monde. Après, voilà, il y a Et eu des encore blessés, etc. Mais en deuxième manche, on se dit que bah si, il est là. ouais, c'est ça, c'est qu'au final, en fait, tu vois que c'est vraiment, ce garçon-là, c'est vraiment sur la longueur à chaque fois. C'est qu'il est quand même toujours là, et même quand il est pas là, il est pas très loin, et un peu à l'image d'un Dungey, quoi. C'est assez régulier, et du coup, bah, à la fin, ça finit quand même par payer. Donc, ouais, là, c'est sûr qu'en SXUS, il va y avoir du monde, et puis c'est toujours un peu chamboulé. C'est un peu comme le Motocross des Nations, le SX de Paris. Des fois, tu as, des têtes comme ça là, qui performent. Et puis bah, derrière, en championnat régulier, en fait, la hiérarchie se reproduit un peu d'année en année Hmm. avec quelques-uns qui montent un peu en puissance, mais que tu arrives un peu à voir venir, tu vois. Donc non, enfin, ouais, encore une fois, je sais pas quel billet je miserais sur le fait qu'il pourrait faire des podiums en SXUS, mais j'ai envie de le voir en tout cas. Après, ouais, je dirais pas, ouais, ça va se transformer en podium en SXUS, la façon dont il roule, etc. Je pense que ça dépend beaucoup de la concurrence et que, Hmm. à part Roxane, qui à mon avis se donne quand même vraiment à fond sur ce World Supercross, tu vois, il y en a beaucoup, je pense, qui viennent prendre un billet, qui voilà, vont pas tenter. Enfin, tu vois, c'est pareil. Web, du coup, on parlait, je pensais à toi parce qu'on parlait du quadruple là, au SX de Paris. Bah là, c'est pareil, il Hmm. l'a pas sorti non plus le quadruple, je crois, hein, de ce qu'on a vu ce week-end. Ah ouais, ouais. Donc, tu vois, je me suis dit, bah, là non plus, il le sort pas. Alors, est-ce qu'en SXUS, il l'aurait réellement sorti ou pas? S'il le sort en SXUS, tu vois, c'est qu'ici, bah, il vient tranquille, je prends un chèque, je m'entraîne, on fait des réglages sur la moto, et puis voilà. Ouais, après, les pilotes Yamaha, Webb et Digan, se sont beaucoup plaints de. Ils n'arrivaient pas trop à régler leur map d'injection par rapport au carburant australien et aux normes, qui a des normes en fait différentes. Et donc, ouais, ils ont un peu galéré toute la journée à régler les maps. Donc ouais, enfin, clairement, Webb, il n'est pas là pour prendre le moindre risque non plus. Et, mais ouais, avec un bon départ, tu vois, en deuxième manche, que Webb, tu te dis, mais c'est Webb, quoi, c'est ce qu'il fait. Mm. Quand l'opportunité est là, tu peux être sûr qu'il va la saisir en même temps. Ouais, Mais non, c'est vrai qu'il est toujours là. après, moi, du coup, pour 2026, tu vois, je sens la bataille pour le titre. Stewart Craig. Voilà, je le sens là. C'est écrit. On a vu le mois de novembre comment ça s'est passé. Le Stewart Craig, il est écrit. Ouais, Je pour le pense qu'ils top peuvent faire 10, toutes leurs affiches comme ça. la bataille pour le titre du top 10, d'accord, mais Ah ça a ouais. marché une fois avec le Six de Paris, t'enflammes pas non plus, quoi.
Putain, il trash talk là, Mister Brab, c'est pas bien, c'est pas bien. Respecte un petit peu. Pilote du dimanche matin qui critique les pros comme ça là, mais Ah, je n'importe critique quoi. pas. Top 10, je dis pas c'est de la merde. Hein. Et je dis pas que le titre pour lequel ils vont se battre, ça pue et je le ferai pas, bien sûr. Je donnerai corps et âme pour faire top 10 en SXUS. Mais non, c'est pas la bataille pour le titre. Ouais, la meilleure perf de Dylan sur la Honda Phoenix, c'est une 5e place. Je crois qu'il a fait ça 2 fois, une fois par an. Ouais, donc tu penses que Craig il peut faire mieux que ça sur la quadlock? Je pense que sur un bon jour, ça se pourrait bien. Ok. Ouais. Plutôt, j'imagine ça plutôt en début de championnat, du coup, un peu de la même manière que Dylan l'avait fait sur une course à Anaheim, mais plus parce que Craig, vu qu'il aura fait les 5 épreuves de championnat du monde de Supercross, au final, je pense qu'il va être plus, ça va être moins de pression de oh là là, c'est la première course, j'ai pas fait de course depuis plus d'un mois, et en plus, quand tu prends les Lawrence, les 2 courses qu'ils ont faites, faut voir à quel point est-ce qu'ils avaient l'air impliqués psychologiquement dedans, parce que j'ai regardé aussi le Ossex Open. Et enfin, j'ai regardé les 2 finales 450. Et j'aurais quand même pas trop aimé être un fan australien qui paye pour aller voir cette course, parce que c'était une course de championnat australien avec les Lawrence en plus, en fait. Tu n'avais même pas d'autres wildcards. Je trouve que c'est étrange parce que le stade est gigantesque et pourtant le terrain fait petit, les bosses font très serrées et très basses. Et ouais, t'as un jet qui, pour le coup, cette fois a gagné, mais enfin, tu vois qu'il y avait zéro besoin de forcer, quoi. Hmm. Bon, on a parlé de Craig, on a parlé de Webb, on a parlé de Savati, on n'a pas encore parlé de Roxen. Roxen qui, du coup, c'est officiel, c'était sa dernière épreuve du championnat du monde de Supercross cette année. A priori, il l'a dit depuis le début, lui, qu'il en faisait que quelques-unes, qu'il ne les ferait pas toutes, que le mois de décembre, il voulait le passer chez lui en Floride à se préparer pour le SXUS. Et c'est les promoteurs du championnat du monde de Supercross qui ont un peu fait la sourde oreille, parce que dans l'interview que j'ai écoutée, Steve Mathes lui dit peut-être que la personne qui fait les trucs de communication et qui tient les réseaux sociaux n'est pas au courant. Mais les mecs qui ont signé le contrat avec Roxane, ils savent qu'il leur a dit a priori que non, il ne fera pas toutes les épreuves. Donc ils pourraient, si jamais il y a un post qui est fait en disant, ou même sur le site, que Roxane c'est un pilote régulier qui va faire tout le championnat, bah dire non, il faut corriger, mais que c'est un wildcard, et on va faire un autre post pour le célébrer en disant que c'est un wildcard pour donner l'information, tu vois. Donc moi j'ai plus l'impression quand même que ils ont un peu fait les gamins pour vendre des tickets un peu partout et dire vous verrez Roxane, alors que Roxane il n'avait jamais prévu de faire les 5 épreuves. Bah ouais, de ce que j'ai vu là, pareil, une interview assez récente de lui, mais retranscrite. Il disait que, en gros, notre monde est dirigé par l'argent et que là, les promoteurs ont décidé d'aligner un chèque en moins ou de. Enfin, tu vois, ça correspondait pas à ce qu'il avait avant, en tout cas pour venir sur le World Supercross. Et donc, Hmm. c'est une question de budget, encore une fois, que ça valait plus le coup pour lui, en tout cas, de faire les 2 dernières épreuves. Enfin, il reste que 2, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça valait plus le coup de faire les 2 dernières épreuves. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y est pas allé, quoi. Ouais. Surtout qu'il faut savoir que Roxane, vu il a une prime de départ, lui, pour faire le championnat du monde de Supercross, il n'est pas éligible au bonus de résultats. Donc, gagner le championnat du monde, tu vois, on peut pas se dire, bah ouais, mais si tu vas et que tu gagnes, tu vas compenser, parce que non, lui, il aura pas le bonus. Je suis pas sûr que son team puisse prendre du coup des bonus pour ses performances à lui, parce que c'est aussi vachement Mm. divisé comme ça en championnat du monde de Supercross. Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas trop. Mais oui, on sait que ça a changé de propriétaire et de dirigeant l'année dernière à la fin du championnat, le championnat du monde de Supercross. Et Roxane, qui à la base avait un contrat de 5 ans où il était censé être engagé sur le championnat du monde, je pense qu'il y a dû y avoir des choses qui ont changé en fait dans cet accord. Notamment, bah, comme tu viens de dire, des financements a priori. Et peut-être que d'un point de vue légal, c'était un peu compliqué pour lui d'en sortir et tout, parce que c'est vrai qu'il dit que lui, il l'a dit depuis le début, mais il l'a pas dit publiquement depuis le début. Tu vois, peut-être qu'il l'a dit aux organisateurs depuis le début, non, non, je ferai pas les 5. Mais c'est vrai que tu vois, quand son team manager est passé sur le Pulp Show, il a dit je sais, mais je dis pas, en gros. Et ouais, aucun média n'arrivait à avoir une réponse claire sur est-ce que Roxane faisait toutes les épreuves ou pas. Donc un peu compliqué, un peu dommage.
Cependant, il termine. C'est d'autant plus dommage que il s'en va alors qu'il a la plaque rouge qui pourrait rouler. Mais je ne sais pas s'ils vont donner la plaque rouge à Craig ou pas, du coup, en Suède, pour les quelques fans qui n'auraient pas tout suivi, et qu'ils sachent et qu'ils puissent tout de suite dire Craig est le leader du championnat en l'absence de Roxanne, quoi. Ouais, bah, je pense pas, parce qu'en réalité, non, il l'est toujours pas. Et donc, tu donnes pas la plaque rouge si mathématiquement, tu es pas. Donc, ouais, je pense pas. Mais bon, après, ouais, à mon avis, soit ils ont voulu faire un coup de com et essayer de vendre des tickets, comme tu disais, soit c'était en discussion un peu tout le long, tu vois, et même quand le championnat avait commencé, c'était encore en discussion. Ils essayaient peut-être de négocier justement de payer aussi les deux dernières. Enfin, je sais pas exactement hein, ce qui a été dit. Est-ce que c'était on te paye les trois premières et les deux dernières tu viens gratos je sais pas du tout. Donc, ouais, soit l'un, soit l'autre, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est dommage et d'autant plus quand tu es premier et que tu as la plaque rouge, même si c'est que le championnat du monde de Supercross, c'est toujours bien de le prendre. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il roulait. Il a dit dans une interview qu'il pense que c'est le mieux qui roule depuis très longtemps. Et c'est vrai que, comme tu disais, après, ça fait un moment que tu le dis, que quand il est face à peu de compétition, il roule beaucoup mieux et tout. Mais malgré tout, là, il y avait le web qui est dans sa tête sans payer de loyer depuis des années. Il y avait le Tomac avec qui il se bataille depuis qu'il est en 85. Et Tomac, c'est un mec qui a plus de 50 victoires en SX et qui a un gros palmarès. Il y avait un Craig qui a décidé d'être majestueux, un Digan qui était en grande forme, et Roxanne a roulé comme s'il était le numéro 1, malgré le fait qu'il était face à des pilotes dont certains le battent tout le reste de l'année aux US, quoi. Ouais, ouais, mais tu vois, je pense que, encore une fois, le fait que tu mettes moins de concurrence, tu vois, au final, j'ai l'impression, enfin, moi, c'est comme ça que je le vis de l'extérieur, qu'il a plus la rage de battre un Tomac, tu vois, en World Supercross pour prouver, pour voilà, finir devant Tomac et faire la une en disant Roxanne devant Tomac, que en SXUS où bah, il n'y a pas que Tomac, il y a Jet Lawrence, il y a Hunter Lawrence, et après, à la fois, je pense aussi peut-être que dans sa tête, c'est plus accessible pour lui de battre justement un Eli Tomac que de battre un Jet Lawrence. Donc, quand il va se retrouver en SXUS, bah ouais, il n'y a pas que Eli Tomac. Et puis même s'il bat Eli Tomac, alors que tu as quand même Jet Lawrence devant et d'autres, bah en fin de compte, c'est pas suffisant, tu vois. Ou après, c'est très psychologique aussi, peut-être. Hein. Enfin, il a eu ses blessures en SXUS, c'est peut-être ça qui le freine un petit peu, tu vois. Enfin, je sais pas exactement. Il y a des fois des choses aussi qui se passent dans l'inconscient et que je pense même lui pourrait pas nous dire, ou même un psy ou je ne sais qui pourrait mettre des mots dessus. Donc, c'est difficile de savoir. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est la différence de niveau qui fait que il sort un peu du lot en World Supercross et donc potentiellement les 2, 3, 4 autres top pilotes qui roulent un peu moins fort en World Supercross qu'en SXUS, ou si c'est vraiment lui qui est plus performant. Voilà, c'est difficile de savoir est-ce que c'est lui qui est au-dessus ou les autres en dessous par rapport à d'habitude. Mais en tout cas, ouais, moi je note quand même une différence entre le SXUS et le World SX, et à chaque fois je suis très optimiste et j'ai envie pour lui que ça se concrétise aussi en SXUS et de le voir se batailler justement, aller voler des victoires à Lawrence et se batailler pour un titre, quoi. Tu vois, c'est vrai que ça fait mal aux fesses quand même de se dire que Webb en a trois SXUS et Roxanne pas un seul, quoi. C'est ouf. Ouais, alors qu'il aurait dû en gagner 10 si c'était pas explosé le bras en 2017. Ouais. Non, mais puis surtout que tu vois, tu te dis justement Webb en SXUS, enfin, tu vois que c'est mental, alors que là, en World Supercross, enfin, tu ressens pas une seule seconde que Roxanne est inquiet de Webb. Et d'ailleurs, petit aparté qui a un peu trop rien à voir, mais tu as vu la story de Webb, du coup, avant le Supercross en Australie, là, le World Supercross, ils sont partis faire un petit peu de surf. Mhm. Mais ils étaient plusieurs. Il y avait Matt Moss, je crois, et deux, trois autres pilotes, quoi. Et Ok. Roxanne et Webb ont pris une photo ensemble, faisant une accolade. Et Webb l'a mis dans sa story en disant Good day, mate. Ah, ouais. Donc j'ai trouvé Bah, c'est ça. marrant hein, quand ils grandissent, les mecs, C'est ça. les égos s'estompent petit à petit. C'est ça. D'habitude, on le voit plus
en fin de carrière, enfin une fois que la carrière est terminée, que les gars ils se retrouvent un peu sur la piste et tout, au final ils se remémorent de belles batailles et voilà, il y a plus d'animosité entre chacun, tu vois, comme Reed et Stewart par exemple, où ça se frictionnait un peu sur la piste et puis au final, bah, c'est pareil, quelques années après, tu les vois prendre une photo tous les deux et tu te dis, ah bah ils ont l'air super potes là et en vrai voilà, c'est ce qu'ils disent, c'est que là bah, ils sont contents je pense de partager une journée de moto ensemble. Mais c'est vrai que du coup, Webb, Roxanne, tu le vois là, alors que enfin, c'est il y a pas si longtemps, les guns dans la tête, le trash talking, les Daytona, tu veux rouler comme ça, ok, vas-y, y a pas de souci, moi aussi je vais rouler comme ça. De ouf, Donc de tu ouf. repenses à tout ça et là tu les vois tous les deux. Ou alors c'est l'ère du World Supercross, d'aller dans les pays étrangers, je sais pas, ça leur fait du bien Mais aux gars. c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, Roxen, techniquement, il est allemand, mais maintenant, il a aussi la nationalité américaine. Et il a dit dans plusieurs interviews, quand il venait d'obtenir sa nationalité, que chez lui, les États-Unis, c'est chez lui maintenant, et que même s'il est très attaché à ses racines allemandes, il ne se voit pas retourner vivre en Europe plus tard ou quoi, et qu'il est au moins autant américain que allemand, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi un petit côté de on est deux Américains en Australie, et, et on est un peu, tu vois, même si je t'aime pas, en fait, t'es un peu mon repère. Tu sais, un peu comme la rentrée des classes, et il y a ce mec dans ta classe que t'aimais pas trop l'année dernière, mais là, c'est le seul mec que tu connais, donc tu vas parler un petit peu avec lui. Tu vois ce que je veux dire? T'as déjà eu un peu cette situation quand même ou pas? J'ai pas de, je visualise pas vraiment. Je vois ce que tu veux dire. J'ai pas de Ouais, souvenir en tête d'un gars que moi j'apprécie non pas. Et plus, du coup, je me dis bon, vas-y, je vais. j'ai pas quelqu'un en tête, tu vois, Mais non, mais ça m'est mais déjà le arrivé en mode, sentiment, tu sais, quoi. t'arrives justement rentrer des classes et tu connais pas grand monde, mais tu vois qu'une personne et que bah à la base, je sais pas, tu serais pas trop pote avec lui et tout, bah tu vois que je sais pas, il y a la discussion facile avec et donc au final, effectivement, tu restes avec alors que tu te dis qu'en temps normal, s'il y avait tous tes potes, jamais t'aurais été pote avec lui, quoi. On n'est pas dans le même délire de base. Ouais. Donc bon, je pense qu'il y a un peu ça. Je doute qu'ils aillent dîner en famille tous ensemble prochainement quand même. Mais peut-être, hein, après, les gens grandissent, passent à autre chose et c'est aussi bien, hein, parce que toutes les bêtises qu'on peut dire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai dans la vie, heureusement que ça reste pas forcément, parce que des fois, c'est pas forcément dit et pensé. Mais ouais, c'est marrant, j'avais pas vu. J'avais pas vu Roxane et Webb, les deux nouveaux besties, quoi. C'est ça. Euh, qu'on parle de web là, non, on parlait de Roxen, mais on a parlé un peu de web et j'ai pas précisé. Ce qui est marrant parce que l'année dernière, il avait fait Supercross de Paris et au Sex Open. Cette année, il fait Supercross de Paris et World SX, mais en Australie aussi. Et en fait, le World SX a exigé qu'il ne fasse pas l'Australie. Il a dit si tu fais le World SX avec nous, t'as pas le droit d'aller faire le Sex Open à Melbourne contre les Lawrence et tout. Et bon, de toute façon, lui, son truc, c'était toujours. Il dit ça fait quelques années que mon programme, c'est comme ça. C'est deux courses internationales dans l'hiver pour se préparer et pas plus, pas moins. Comme ça, je trouve que c'est la bonne quantité, quoi. Donc, ça le dérangeait pas plus que ça de pas faire le Sex Open. Mais il disait. Et je sais pas si au niveau de le Sex Open, il y avait des contraintes. Si je voulais faire le sexe, est-ce qu'il m'aurait interdit de faire le WSX? Mais il a clairement dit dans l'interview que il sait que oui, du côté du WSX, ils n'étaient pas d'accord pour qu'il fasse, il pouvait pas faire le Sex Open s'il s'engageait avec eux. Ok. Après, peut-être que ça se justifie en mode du fait que le Sex Open c'était la semaine d'avant. Si tu te fais mal, on t'aura payé, tout ça pour rien. Et nous, on n'aura pas le temps de trouver quelqu'un d'autre, patati patata. Mais bon, ça se trouve que Webb il s'est entraîné le week-end d'avant chez lui et il aurait pu se faire mal pareil. Donc, je pense Non. qu'après c'est plus une question de concurrence, Ouais. mais à mon avis, le championnat du monde de Supercross l'admettra pas en public que oui, on veut pas que nos pilotes aillent dans un championnat adverse, même quand on n'a pas de course, parce qu'on veut pas qu'ils gagnent de l'argent plus que nous. Je sais pas. Bah non, mais Enfin, tu c'est sais, qu'en fait, les gens qui veulent voir Web, ils pourront payer, enfin, je pense pour la majorité, ils paieront un billet, pas deux, tu vois. Et hmm, donc, ils feront le choix entre bah, l'Australie, enfin, face au Lawrence, là au Sex Open, ou le World Supercross. Et bah, hmm. c'est vrai que quand tu hésites entre les deux, tu dis, bah, si je vais voir Web, je suis fan de Web, je vais aller voir Web, mais il y a aussi les Lawrence. Je vais peut-être aller voir le Sex Open pour le voir face à Lawrence que d'aller le voir en World SX face à Roxanne parce que je suis moins fan de Roxanne. Enfin, tu vois, je pense que ça pourrait justement réduire un peu la quantité de billets pour les fans de Web, ceux qui se déplacent pour Web, quoi, qu'autre chose, à mon avis. Ça m'a fait marrer d'ailleurs parce que au commentaire, Alchin, il a dit le stade complet, tout vendu de, je sais plus où on était dans le Gold Coast, mais non, il y a beaucoup de monde, hein, il y avait beaucoup de monde, mais il y avait aussi quand même des sièges vides, c'était pas complet.
faut arrêter. Ça, je vois pas l'intérêt de dire c'est complet si ça l'est pas. Ça se Ben, voit que ça l'est pas. si, C'est pas juste il stratégie y a une commerciale place encore. ici, une place là de libre, tu vois. C'est non, on voit que des fois il y a des rangées vides. Donc Ah, mais stratégie commerciale, quoi. C'est le monde amène le monde et de dire, ouah, tout le monde a appris, c'est trop bien et tout. Enfin, tu vois, si tu te dis tout le monde s'est dépêché et tout, bah, l'année prochaine, je vais me dépêcher de prendre la mienne. hmm. Et si tout le monde y va, c'est que c'est vraiment super bien. Alors, faut le faire au moins une fois et je vais y aller, tu vois. Donc, Ou tu penses que pour les Suédois qui regardent à la télé, ils se disent ah bah oui oui la semaine prochaine nous on y va du coup, et pareil pour les Sud-Africains, ils se disent ah bah dans 2 semaines on va y aller, c'est vrai il y a du monde et tout, ça a l'air bien. Tu penses que ouais, ça a un impact sur quelques personnes? ouais, je pense que après d'où exactement ils viennent ces gens-là Mais qui au final sont influencés, je sais pas, mais je pense que c'est ça, c'est mettre cette pression. Enfin, tu sais, c'est comme quand tu vas sur internet sur Amazon et qu'il y a écrit il en reste que deux. ouais, Non, il en reste mais pas que deux, mais du coup ça te donne envie de le prendre parce que tu te dis putain si demain il y en a plus et au final tu le sais pas, tu vois juste écrit il en reste que deux, donc bah toi tu le prends tout de suite et en fait bah, vous êtes 18 à avoir pris les deux derniers qui restaient. putain, chez MGT Design, il connaît hein, les petites techniques. Et pourtant non, on est transparent chez MGT, purée, il y a pas de ah, commandez maintenant, après il y en aura plus, demain il y en De a toute plus, c'est façon, terminé. On chaque fait même pièce pas de ça, non. est faite est unique et faite à la commande chez MGT, donc il y a du stock et il y en a pas à la fois. Non mais est-ce que enfin, les gens qui nous suivent et qui sont encore avec nous nous diront aussi dans les commentaires, mais je suis pas tout seul quand j'entends sold out crowd à regarder dans les gradins et voir que c'est pas complet. Tu vas pas Euh, me dire que les gens comme moi, on est une minorité à se dire, le mec il dit complet alors que c'est pas complet. Non, mais moi je me suis dit ça aussi au SX de Paris parce qu'ils avaient dit Mhm. que justement, je crois que je sais plus s'ils ont dit que les 2 jours étaient complets ou juste Non, le samedi juste. juste le samedi, mais il me semble que même le samedi, tu voyais qu'il y avait des places encore de libre, donc je me suis dit, bah complet, non, pas tant que ça, du coup, il y a des places de libre. Après, je me dis peut-être qu'il y en a quand même qui ont payé cette place-là et qui au final, tu vois, se sont pas déplacés, sont pas venus, ça se peut aussi, même Oui, ça, il y en a si, sûrement. Ou tu sais, il y a aussi ouais. ces gens qui achètent pour essayer de revendre devant le Hmm, truc. Mais enfin, tu vois, si c'est des petites places ici et là, il y en a trois quatre là, 2 ici. Ouais, d'accord, mais hmm. enfin, là, tu vois, il y en avait, je te dis, parfois, il y avait 10 places sur une rangée qui étaient libres. Et il y en avait plusieurs des rangées comme ça. En Il y avait fait, du monde, mais c'était pas complet. peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est que tous ceux qui ont acheté un billet sont venus. C'était peut-être ça. Complet sur les billets qu'on a vendus. Ah oui, parce on n'a pas reçu d'arrêt maladie ou de justificatif du médecin qui disait qu'ils venaient pas parce qu'ils sont malades, donc tout le monde est là. C'est ça. Ou alors ils sont pas excusés, mais du coup, bah, c'est comme s'ils étaient là quand même. Bon, ok. Sinon, ouais, donc ça c'était pour la rivalité championnat australien et championnat du monde de Supercross avec Webb. On va parler un petit peu de Digan, qui a quand même fait une meilleure épreuve que en Argentine, notamment déjà parce qu'il a pu sélectionner sa grille. Mais non, en plus de ça, lui aussi, il a doublé Tomac. Et enfin, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous me connaissez, hein, vous inquiétez pas, vous savez qu'on va en parler de Tomac. mais, euh, mais ouais, il a doublé Tomac, il s'est bataillé avec son poteau Craig. Il a doublé un petit peu de monde quand même dans la dernière manche d'Igan. Donc, ouais, il était chaud. Ouais, ouais. J'ai bien aimé sans Eve, c'est la deuxième manche du coup, où il joue un peu au chat et à la souris. Déjà, Mm. quand j'ai vu avec Savachi, je me suis rappelé les commentaires. Bah, je crois que de toute façon, il a attaqué déjà un peu tout le monde sur Instagram. Il a piqué déjà un peu tout le monde sur Insta, Et je le crois qu'ils se Digan. sont reparlés ce week-end. Ah ouais? Parce que j'ai vu un titre d'interview avec Savachi où il disait, il a dit, ouvrez les guillemets, j'ai pas peur de toi, frère. Fermez les guillemets. Qui a dit ça? Du coup, Digan a dit ça à Savachi? Digan a dit ça à Savachi. Et bon, du coup, voilà, je me souviens que ça s'était piqué déjà un peu sur les réseaux, notamment sur un dépassement qu'avait fait Digan, mais alors sur qui? Je me souviens plus, peut-être sur Baumer. Enfin, un truc un peu musclé. Et du coup, dans les commentaires, il avait répondu, ouais, Osborne sur Savachi. Et donc, il avait mis Savachi dans la sauce un peu. Hmm. Et donc, Savachi lui avait dit, on se voit en 4,50, un truc comme ça, tu vois. Ouais, Donc là, ouais. il y était. Quand je les ai vus tous les deux, j'ai repensé un peu à ces échanges sur Insta, là, public. Je me suis dit, yes. et mais ouais, Digan, je pense que là, c'était. Enfin, tu vois que tu perds la concentration à rouler comme ça, tu vois, à être plus concentré Hmm. à ce que tu fais derrière que toi à dépasser et à rouler, aller de l'avant, tu vois, pour aller gagner ou faire une perf. Tu vois que déjà le résultat qu'il fait là-bas, il s'en fout. Qui est là pour kiffer, que ça le fait kiffer. Bah, j'ai l'impression, en vrai, voilà, je me retrouve un peu parce que tu sais, quand on repartait rouler, on se fait des blocs pass là et tout sur des sessions où on se dit ça en avance et qu'on s'amuse à faire des blocs pass. Alors, eux, à mon avis, ils se le sont pas dit, mais ils partaient pour rouler pour faire ça, quoi. Donc, tu vois sur le saut d'arrivée, boum, il le regarde, il s'arrête
arrête dans les virages, etc. Et ça, tu vois, moi, encore une fois, tant que c'est pas dangereux, qu'il n'y a pas un slalom ou que ça percute pas, tu vois, moi, là, moi, j'ai apprécié, tu vois. Ça s'arrêtait dans les virages, mais ça recoupait derrière. Enfin, c'était propre. Au final, je crois qu'il n'y a pas eu un seul contact entre les deux, tu vois. Donc moi, ça me régale quand ça roule comme ça. C'est sûr que pour le sport, je sais qu'un DV, tu vois, il dit que ça, c'est du grand n'importe quoi, et qu'à un moment donné, il roule, va de l'avant et tout. Donc c'est sûr que je pense en tant que coach, tu encourages ton pilote, arrête de faire ça. Tu as doublé, tu as mis un bloc passe, boum, fonce maintenant et va chercher devant. Il y a d'autres choses à aller gagner, voilà, pour bosser. Après, voilà, pour s'amuser, et en tout cas en tant que spectateur, moi j'apprécie bien et j'ai bien aimé. Je trouve que Savacci était un peu sur la retenue. Tu vois que lui, il fait tout le championnat, Savacci. Ouais. Voilà, ça se ressentait que lui, il n'était pas un wildcard qui n'avait rien à perdre. Lui, il a à perdre et ça se ressentait parce que justement, des fois, il laissait le virage complètement ouvert, il restait très haut et il n'allait pas plus les chercher. Mais Ouais, ouais, puis Savacci, il a vu Las Vegas. Du coup, ouais, j'ai trouvé dommage que Savacci soit pas un peu plus percutant, mais bon, voilà, les deux n'avaient pas la même chose à jouer, la même carte à jouer ce week-end. Et voilà, tu vois que Digan a pu se regarder derrière que devant, bah, il finit par terre au bout d'un virage, quoi. Donc un peu dommage que ça finisse comme ça, et plus, je dirais même la honte pour lui que ça se termine comme ça, tu vois. Tu fais le show, tu t'amuses, machin, et à la fin, tu te rétames tout seul dans le virage. C'est dommage, mais ouais, moi, le petit chat et la souris, j'aime bien voir ça. Ouais, bah, moi, j'ai trouvé que ça restait correct aussi, là, hein. En fait, effectivement, il roulait très défensif. C'est vrai que pour ceux qui sont comme nous qui écoutent DV, il dit tout le temps roulez pas défensif, roulez pour aller vite. Donc, il n'a pas suivi les consignes. Lui, il n'écoute pas le débrief. Mais après, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Mais tu t'appelles Digan. Déjà, t'aimes bien rouler un peu comme ça, on va pas se mentir, t'aimes bien. Ça te fait un peu kiffer. Mais en plus, là, tu viens de doubler Jason Anderson. Et tu sais que Jason Anderson, il n'a pas peur d'aller te chercher la roue avant ou quoi. Normal, tu te rates un peu parce que ton mapping de moto, il est pas trop bon et que la puissance, elle fait pas trop ce que tu voudrais, tu vois. Donc, un coup, tu te rates, tu te mets un peu court sur un saut ou t'arrives pas aussi vite que tu voulais dans le virage et tu te dis, oh, bah, du coup, je vais peut-être me faire prendre. C'est Anderson derrière, je ferais mieux de faire. Tu vois, c'est Roxen, je me retourne pas. Mais c'est Anderson, je vais quand même regarder parce que s'il a décidé, je préfère le laisser passer plutôt que de finir par terre. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça où il jouait quand même au chat et à la souris avec Jason Anderson à la base, puis ensuite avec Joey Savacci en plus de ça, les deux en même temps, sur une piste qui était hyper glissante, donc où c'était quand même dur de maîtriser tout ce que tu faisais et où ça pouvait en plus, on l'a dit, il n'y avait pas d'ornière pour se mettre dans un rail ou quoi, donc ça pouvait venir de tous les côtés en plus. Donc, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de ça, même si de toute façon, il est de nature à regarder autour de lui et à ralentir. Mais tu vois, quand il a doublé, il a doublé quelqu'un après l'arrivée, je ne sais plus si c'est en prenant l'intérieur ou l'extérieur, et justement en arrivant du coup dans l'épingle à gauche pour revenir sur le pré-enchaînement, bah, il ralentit vachement pour empêcher de recouper. C'est intelligent en fait, même à ce moment-là en tout cas ce qu'il fait, tu vois. C'est sûr Ouais, que Jet il l'aurait peut-être pas fait, mais c'est pas bête. bah, ça, je crois que c'était justement sur Savacci parce qu'on le voit pas trop jouer au chat à la souris avec Mm. Anderson. Je sais qu'il me semble qu'en plus on entend un peu le public justement crier un petit peu quand derrière, mais je crois qu'il filmait devant, un peu plus devant, et on voyait un peu dans l'arrière-plan que ça se bataillait avec Anderson d'abord, et je crois que ça a été aussi peut-être un petit peu musclé parce que voilà, on sait qu'Anderson, mais je crois qu'avec Anderson, tu vois, il n'y est pas resté très longtemps une fois qu'il avait doublé et qu'il était bien passé devant, bah, il a enchaîné avec la suite, qu'avec Savacci, il y est resté. Et en réalité, enfin, si tu parles juste de la performance, il n'avait pas besoin de rouler défensif avec Savacci. Il est remonté suffisamment rapidement sur lui. Je crois qu'il faisait le 4, Digan, Savacci, il ne me semble pas. Donc il mettait une distance directe ici. Et on l'a vu fondre sur Savacci. Il n'avait pas besoin, tu vois, de rouler défensif comme ça. Là, il roulait comme un Barcia face à un mec derrière qui est deux fois plus rapide que lui, et que du coup il est obligé de le bloquer partout, ou un freeze sur Roxen, tu vois, il est obligé de le bloquer partout pour pas qu'il repasse. Alors qu'en réalité, non, une fois que tu as mis un bloc passe, voilà, à la limite tu fermes un peu la porte au virage suivant, mais là tu voyais qu'il se retourne 8 fois sur le saut d'arrivée, 5 fois sur la ligne de départ, et puis en plus pourquoi? Pour après se mettre justement des courts, des longs. Je me suis dit, mais ça va-t-il dans sa tête, il va se Mais dire, mais quel guignol l'autre, il s'arrête moi, dans les virages, il repart, c'est il est en plus comme ça Y. que je l'ai pris. C'était plus, je t'ai doublé et
ah mince, je fais des erreurs et du coup, je sais que tu peux me reprendre, donc bah, je fais attention et je te bloque et tout parce que je veux pas que tu me redoubles, mais genre, je fais pas exprès de perdre du temps non plus. Et dans une interview, lui, à qui est-ce qu'il a fait l'interview? Je crois que c'était à Vital Emi. Il a dit, dans sa tête, il s'est dit, je suis désolé les gars, j'arrive pas à contrôler parce que bah, il avait un peu les problèmes déjà, il était pas super à l'aise avec la moto et l'essence australienne. Et plus la piste qui était très glissante. Et donc, ouais, après, j'ai dit, je me fais l'avocat du diable, hein. Peut-être que je me trompe et que même lui, il est de mauvaise foi, hein, mais moi quand j'ai vu ça, je me suis plus dit, à chaque fois, il y avait une petite erreur qui justifiait un peu de devoir, du coup, ou d'avoir l'opportunité de rouler comme ça, quoi. Ouais, non, alors après, je dis pas qu'il faisait exprès de se mettre des cours de l'espace à un moment donné sur des enchaînements ou des longs. Enfin, ouais, même celui le long des tribunes, à un moment donné, il atterrit dans la cuvette, là. Enfin, ouais, tu comprends pas trop ce qui se passe. Mais moi, je pense surtout que c'est parce que justement, il est plus concentré à rouler, à bloquer l'autre, etc., à lui mettre un bloc-pass et compagnie, plutôt que bah, je t'ai doublé et maintenant, bah voilà, je ferme la porte sur le virage suivant, mais derrière, je reprends mes virages classiques et j'y vais, tu vois. Que là, justement, c'est effectivement, tu es juste à côté de moi, mais j'en profite alors qu'en réalité, il y avait pas besoin de faire tout ça, tu vois. C'est qu'il aime Mm. rouler comme ça. Et que là, il y avait une différence de niveau qui, pour moi, ne justifie pas de devoir rouler défensif quand t'es Digan, que tu es remonté si vite sur Savacci et que voilà, tu l'as doublé. Enfin, dès que tu as été derrière lui, le virage suivant, c'était doublé, tu vois. Donc tu n'en avais pas besoin. Mais il aime rouler comme ça. Enfin, on le voit des fois dès les essais avec Cole Davis sur le saut d'arrivée. Pareil, ça se regarde et puis ça va se foutre un bloc passe au bout du virage alors que c'était que les essais. Enfin, tu vois qu'il aime bien rouler comme ça, que ça lui Mm. plaît, tu vois. Donc je pense que c'était pas nécessaire, mais que voilà. Et puis il y a eu des échanges. Il savait très bien que c'était Savacci aussi. Encore une fois, il sait avec qui il le faisait aussi. Ouais. Donc voilà. Après moi, effectivement, en tant que c'est pas dangereux, que c'est pas du Vince Freeze qui cross-jump les sauts, tu vois, et qui risque de mettre par terre tout le monde et de manière grave. Moi, tant que c'est les roues au sol et que ça s'arrête un peu dans les virages et tout, moi, ça me fait plaisir. Après, je te dis, c'est juste dommage pour lui parce qu'au final, bah, et les autres, ils ont dû se dire, et puis même de l'extérieur, tu te dis, mais quel guignol, il regarde, il veut jouer au chat à la souris et tout. Au final, il finit par terre, et avant ça, il se met un court, un long. Il est en catastrophe après dans tous les enchaînements, quoi. Ouais. Bon, on est à ce moment-là du podcast. J'espère que maintenant tout le monde est bien chaud comme nous, qu'on va pouvoir encaisser ce segment. Mais on va parler d'Eli Tomac, le champion du monde en titre, avec le numéro 1 sur la catoche, qui s'est quand même fait reprendre par Ryan Brice à 2 reprises. Ça m'a fait mal. Alors, le deal enfin, il roule sur la KTM officiellement depuis le 2 novembre. Il me semble que c'est le 2 ou le 4, je ne sais plus exactement. Donc bon, ça fait un mois que c'est officiel. Ça fait un peu plus longtemps, évidemment, qu'il roule dessus à l'entraînement. Est-ce que on sonne la tirette d'alarme ou je vais te poser la question que Lewis Phillips a posée à Eli et à Ian Harrison après la course pour Ian Harrison, ou est-ce que au final tu repars limite plus content d'Australie où c'était la galère, mais du coup tu dois avoir des points faibles identifiés à travailler que Vancouver où tu as gagné et t'as pas trop trouvé de trucs sur lesquels tu devais bosser? Ouais, Ou est-ce que c'est tu es bah, deg parce que tu as mal roulé en Australie et que ouais, tu as en pris le tant, pneu sable, tu t'es bloqué avec le pneu sable sur une piste, mais tu as fait du cross bitume avec un pneu sable, quoi. ouais, ça déjà choix stratégique étrange. Enfin, on sait qu'il l'aime bien, mais il y a des limites. C'est pas parce qu'il y a un peu de poussière sur les relevés que qu'il faut prendre le pneu à godet, quoi. Donc Non. Alors, Yann Harrison a dit que, je sais pas, peut-être ils ont dû choisir leurs pneus en amont et en gros, ils pouvaient plus changer, quoi. Alors, je ok. sais pas si c'est une question de règle ou si c'est ils ont ramené qu'un certain nombre de pneus, ils avaient pris que des pneus sables parce qu'ils pensaient pas que ce serait si dur, je sais pas, mais en gros, Savacci a essayé le pneu sable aux premiers essais, puis après a dit on retire ça tout de suite. Et je crois que Tomac, en fait, c'était déjà choisi avant même de venir et qu'il pouvait plus changer. Ouais, bah si c'est le cas, après ceci explique peut-être cela, parce que enfin bon, je suis pas un grand spécialiste de quel pneu, quelle texture, etc. Même si c'est un peu dans le titre des pneus quand tu les achètes, tu vois. Mais mais là, j'ai envie de dire que c'est pas le choix que j'aurais fait, quoi. Après, je suis Mr. Brap, I like Tomac, hein, mais ouais, c'est étrange et du coup, effectivement, s'il était bloqué là-dessus et qu'il pouvait pas en changer.
bah, j'imagine qu'il a pas dû se sentir très à l'aise à un moment donné et que, bah, après je pense que c'est le Tomac un peu qu'on connaît. Quand il est pas dedans, il force pas, il va pas et puis encore une fois là en plus on est sur du World SX, on l'a déjà vu en SX US, c'est la même chose quand il est pas dedans, il force pas et c'est pas justement quelqu'un de très régulier qui va limiter la casse comme un Webb dans les mauvais jours. Quand il est dans un mauvais jour, il est dans un vrai mauvais jour lui et tu le vois direct et il est capable de faire 12 et premier le week-end suivant. Donc ça m'étonne pas énormément et je pense qu'il était vraiment pas dans son assiette. Après, en tant que pilote, je pense que c'est toujours difficile de rentrer et de t'être fait prendre un peu par tout le monde, de ne pas avoir réussi. Donc oui, si tu veux être optimiste, bah, tu te dis bah, au moins on a rencontré une difficulté et c'est peut-être une difficulté qu'on va réussir à éliminer. Et bah, si on arrive à éliminer toutes les difficultés, tu seras bon sur toutes les épreuves du SXUS pour aller chercher le titre. Mais bon, il faut trouver. Et encore une fois, je pense que ben, la course, c'est le meilleur entraînement et qu'à l'entraînement, ils n'ont pas forcément les conditions à chaque fois, tu vois. Alors, je sais que chez Star Racing, ils essayent de faire le terrain de Anaheim 1, tu vois, pour s'y préparer au mieux. Mais tu n'as quand même pas les conditions bah, de la terre, le temps qu'il y a avant, après, enfin voilà, il y a tout ça. Donc, c'est difficile. Et puis, c'est rare aussi ceux qui roulent sur les terrains défoncés en supercross. Alors qu'en réalité, sur une finale, à la fin de la finale, le terrain il est défoncé. Donc, ouais, je pense que c'est une position quand même un peu difficile pour lui. Après, bon, moi, je ne tirerai pas la sonnette d'alarme parce que je te dis, c'est pour Eli Tomac. Enfin, voilà, on sait qu'il a des jours avec, des jours sans, et quand c'est sans, il va pas forcer. Et puis, ouais, bah, il s'en fout un peu de l'ego, je crois, même si c'est Ryan Brice qui le dépasse. Hmm. Il ira pas s'inscrire en Arena Cross pour autant la saison prochaine. Donc, Ouais, enfin, il s'en fout et d'un autre côté, je pense que ça lui a quand même pas plu, tu vois. ouais, bien sûr, mais bon, quand il y en était déjà un, deux, trois qui le dépassent, bon, on n'est plus à un quatrième, et puis bah, même Mr. Brav, vas-y, dépasse-moi, quoi. Ouais, ok, oui, oui, j'y ai pensé aussi à ce que tu disais. C'est vrai qu'après, Thomas, quand il est pas dedans, il est pas du genre à aller prendre le risque ou quoi. Et si c'est 13 qui finit, il finit 13, ouais, ou 12, comme tu as dit, 12 et puis gagner Hmm. la semaine d'après. Il a quand même galéré dans les whoops. Yann Harrison a dit qu'ils étaient plus écartés, plus gros que ce qu'ils ont l'habitude de voir aux États-Unis et qu'ils allaient devoir en construire des comme ça chez eux. Euh, Lewis Phillips, qui l'interviewait, disait mais est-ce que ça sert à quelque chose étant donné qu'aux États-Unis vous n'avez jamais des whoops avec ces caractéristiques-là et qui sont quand même vachement tout le temps les mêmes, les whoops aux États-Unis. Et il dit c'est vrai, mais en même temps, Yann Harrison a répondu c'est vrai, mais en même temps j'ai pas envie de me retrouver à nouveau dans cette situation, donc on va se construire des whoops et travailler les réglages de la moto pour que ça passe bien aussi dans des whoops comme ça, quoi. Ouais, le pneu sable, effectivement. Si tu peux pas changer, effectivement, alors là, après, t'es un peu bloqué et ça a dû être un week-end compliqué. Moi, je suis un peu partagé quand même. La sonnette d'alarme, non, mais c'est vrai que c'est quand même plus inquiétant qu'après Vancouver. Et ouais, va falloir voir comment ça se passe à Anaheim là, en janvier. J'ai bien aimé parce qu'avant la course au Press Day, ils lui ont demandé si du coup ça le dérangeait de ne pas faire de bootcamp et comment ça se passait. Et il disait bah, mon bootcamp, en fait, c'est 15 ans de base d'entraînement physique, donc c'est bon, quoi. Et il n'a pas trop pu rouler non plus, il disait, parce il a essayé, il a esquivé les gouttes pendant 2 semaines, Tomac, donc il n'a pas trop pu rouler avant les premières, enfin cette épreuve-là. Donc bon, j'espère que là, il va pouvoir enchaîner les tours, régler la moto et qu'on va avoir un bon Eli Tomac quand même en janvier, parce que j'aimerais pas voir ça tous les samedis, quoi. À cause de la pluie, il a pas pu rouler, du coup? C'est ça ce que Ouais, tu bah, disais? enfin, il a pas pu rouler en SX à cause de la pluie. Ah, Il mais a ça, fait tu vois, c'est du. pareil, genre, avec les budgets qu'ils ont, ils peuvent pas se faire un SX abrité. Tu fais pas un stade, tu vois, tu mets juste un truc au-dessus, suffisamment haut, évidemment, Tu mets un hein, pour carport. sauter. Ouais, voilà. Un SX port, quoi. Enfin, je sais pas, suffisamment haut, évidemment, pour sauter un triple, et puis même au cas où tu restes à accélérer et que tu vas très très haut. Mais Je de quoi pense te que, mettre un étant donné la abri. quantité de pluie qu'ils ont dans le Ouais. Colorado et en Arizona, parce qu'il a été une semaine chez lui et ensuite une semaine où il était en Arizona, où normalement il fait super sec et chaud. Donc je pense que pour la quantité de pluie qu'ils ont l'hiver là-bas, ça vaut pas le coup en fait. Parce que Hmm. généralement il pleut un jour et après le lendemain tu peux rouler. Là, et ouais, il Ouais. n'a pas eu de bol sur les deux semaines, mais bon. Euh, ouais, Thomas, quoi, j'ai été déçu, hein, évidemment. Je suis un peu inquiet en tant que supporter. Mais, euh, mais bon, il a de l'expérience, il est dans un team expérimenté. Euh,
Donc j'espère que ça va le faire, mais Mais j'ai bien aimé DV sur Facebook qui dit bah alors à ce qui paraît, il faut une KTM pour rouler sur les terrains tout secs et tout durs et bah, là tu vois que KTM ou pas KTM, ça change rien quoi. ouais, parce qu'il crache un peu sur Carmichael qui dit ça justement, quel cadre il faut en fonction de la dureté Mhm. de la terre ou quoi. Ouais. Mais tu vois, j'avais écouté l'interview de Roger de Coster du coup, et je crois que c'était sur le Big et qui lui demandait un peu s'il pensait qu'il pouvait gagner avec l'équipe qu'il alignait, tu vois, donc Prado, Plessinger et Tomac. Et donc, ça se dirigeait un peu plus sur Tomac quand même, la question que Prado et Plessinger, en SX en tout cas. Et Mhm. ouais, il disait pas que les objectifs, et pourtant, tu vois, j'étais assez étonné parce qu'en général, tu vois les équipes qui tout le temps, bah, l'objectif c'est le titre, et des fois, enfin, même pour Vince Freeze, l'objectif c'est le titre, des fois t'entends. Donc, Mhm. tu te dis, il y en a, ils sont un peu à côté de la plaque, ils sont pas très réalistes, et genre, on se doute que voilà, ça va pas le faire. Que pour Thomas, bah, t'as envie, et puis en même temps, tu te dis, bah, c'est possible, l'année dernière, il en a gagné une, tu vois, donc il a déjà gagné, enfin bon, pourquoi pas, tu vois. Et bah, même Roger de Coster, c'était pas spécialement l'objectif, tu vois, le titre. Un objectif, alors évidemment, si c'est possible, go, mais l'objectif plus raisonnable, ce serait de faire des podiums et peut-être prendre quelques victoires, tu vois. Et du coup, Ok. j'étais assez étonné de ne pas avoir un team manager justement et même là, en fait, il avait l'air de dire que, en gros, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai perçu. N'hésitez pas à aller la voir et à vous faire votre propre avis, mais j'ai l'impression que c'était un peu, bah, c'est l'équipe qu'on a et c'est la meilleure qu'on a pu faire avec ce qu'on avait, tu vois. Mais qu'après avoir perdu Sexton, bah, On aurait bien aimé mince. garder Chase ou se payer Lawrence, mais on pouvait pas. Exactement, exactement. Et donc bah, derrière, ouais, c'est un peu la meilleure équipe. Et puis bah, c'est vrai que si Tomac n'était pas venu, et puis ouais, Prado aussi qui revenait, tout ça, bah, ils avaient pas. Il lui a demandé en fait, est-ce qu'il avait d'autres pilotes en tête, tu vois, d'autres pilotes qui étaient peut-être en discussion ou quoi. Et non, il n'y en avait pas d'autres, donc fallait que cela signe, quoi. Ok. Bon, il a l'air vachement emballé le Roger. Ouais, là, j'espère que Elle était où cette interview? sur le Big USA. Ok. Ok. Bon bah écoutez, si vous l'avez pas vu, allez le faire. Moi je pense que j'irai jeter un œil. Ça m'inquiète encore plus. Mais l'anxiété, ça marche bien pour les réseaux sociaux, ils aiment bien aussi te mettre ça, là. Les trucs qui te stressent, qui te font peur, là, et après ils t'en redonnent, tueur en série, et ce genre de choses-là. Là. Sans doute. Bon, on va parler SX2. Alors, j'ai eu l'info et une question pour toi. L'info, enfin, je brise aucune info, hein, c'est trouvé sur Internet, mais Shane McElrath, qui a galéré pendant les deux premières épreuves, a dit à Vitalemix que quand ils ont reçu leurs pièces, les différentes pièces pour la moto, elles n'étaient pas étiquetées et qu'ils pensaient que, je ne sais pas de quelle pièce spécifiquement il parlait, mais que toutes les unités de cette pièce-là, en fait, étaient les mêmes, parce qu'à l'œil, elles étaient les mêmes et qu'il n'y avait pas d'étiquette, et qu'en fait, elles étaient légèrement différentes, et que du coup, il était même pas au courant en fait, de ce qu'il mettait dans sa moto, et que c'est pour ça que ça marchait pas. Ça marchait pas comme il voulait, et qu'ils ont enfin identifié un peu chaque pièce, chaque modèle de chaque pièce, et qu'ils ont pu mettre les bonnes qu'il avait choisies depuis super longtemps dans la moto, et que maintenant, il a un embrayage qui fonctionne, et que ça va beaucoup mieux. Oh, ça va beaucoup mieux, il s'est quand même fait laver les fesses par Anstey, quoi. Oui, mais en même temps, en World SX, il a jamais été meilleur qu'Ansty, j'ai envie de dire. Et Ansty est quand même sur une phase ascendante depuis 3 ans, tu vois. Mais même l'année dernière, quand Ansty était en wildcard, il la mettait à McElrath. Hmm. Puis après, ça Ouais. va mieux. Il a pas dit qu'il était au top de sa forme non plus. Hmm. Non, mais enfin, si c'est le cas, c'est chaud, quoi. Enfin, quand t'es un team, alors t'es pas un team usine, mais t'es quand même un team et un plus gros team que moi et moi-même, tu vois. Donc, c'est. Moi, ça, d'entendre des trucs comme ça, je veux dire, autant il y a des trucs qui nous cachent et qui nous disent pas, et tu te dis, ouais, c'est bon, tu pourrais le dire, tu vois, que ça, il aurait mieux fait de pas le dire, quoi. À un moment donné, il dit que voilà, on a des petits soucis sur la moto et ça passe très bien, tu vois, que de nous sortir, ouais, on a des pièces et puis bah, on n'avait pas mis l'étiquette dessus, alors. Bah, je savais pas laquelle c'était, donc on a testé une par une parce que du coup il n'y en a pas un qui est celui qui a produit ces pièces-là qui était capable de dire du coup même si à l'œil bah, elles ressemblaient comme ça
enfin de donner l'info quoi. Enfin ouais, ça me paraît un peu gros et surréaliste et puis très débutant quoi de leur part, tu vois, si ça s'est réellement passé comme ça. Donc après effectivement, je sais pas de quelle pièce il parlait exactement. Est-ce que c'est réellement ça ou après on sait que voilà, les pilotes des fois c'est un peu dans la tête. Enfin on sait que des fois entre le sighting lap, donc le tour de chauffe et la manche, ils vont te monter d'un demi-centimètre la fourche et que ah ouais là ça va beaucoup mieux, c'est le jour et la nuit, heureusement qu'on a fait ça et tout. Je crois que c'était Sexton qui avait fait ça Mm. avant une manche en outdoor. Genre les gars, je veux bien que vous soyez professionnels, que vous sentez deux trois clics et tout, mais bon, j'ai du mal à croire quand même qu'un demi centimètre d'un seul coup ça te change complètement l'assiette de la moto et c'est le jour et la nuit, tu vois. Donc, écoute, peut-être, hein, je sais pas de quelle pièce parle McElrath, mais en tout cas, ouais, il a pas eu peur de le dire, quoi. Et sinon, une petite question pour toi qui est quand même du métier, de la partie. Est-ce que Nofir est de retour? C'est-à-dire, parce que enfin, j'ai vu Kling Park Ouais, qui a Nofir, et il me semble mais que oui, je les avais c'est. vus se relancer ouais, après One l'année dernière. Mhm. Là, Nofir, il me semble avoir vu aussi un post comme quoi il se relançait. Et ils appartiennent aussi à O'Neill comme One ou ils sont tout seuls? Je sais pas du tout, et je savais pas que One appartenait à O'Neill d'ailleurs. Ouais, en fait, One, ça appartient à O'Neill. Et oui, parce qu'au début, en fait, je croyais que là, la tenue No Fear ou quoi, c'était Canvas qui faisait une tenue No Fear. Mais je savais pas trop si c'était un partenariat ou si c'était juste un throwback ou quoi. Et ouais, en fait, quand j'ai vu leurs photos sur les résultats, je me suis dit, mais en fait, ils roulent toujours en No Fear. Est-ce que c'est une vraie No Fear, quoi? Ouais, si, je crois qu'ils reprennent du service, Nofir, il me semble. À confirmer, mais il me Ok. semble que c'est ça. Ouais, ça va pas faire plaisir à MGT Design Racewear, ça. On n'a pas de concurrence, il n'y a personne qui fait comme nous. Donc, va demander à Nofir ton nom, ton prénom déjà en sublimation. Juste ça, à la base. Va leur demander. Il n'y a À pas. la base. Il n'y a pas. Tu vas Écoute-le, payer lui. ta tenue plus cher et tu n'auras même pas ton nom, ton prénom dessus. On ne sait même pas si c'est la tienne ou celle de ton voisin. Donc, laisse tomber, gros. Si, je le différencie à la taille, si, à l'étiquette. Parce que Ouais, voilà, mon c'est voisin et ça. moi, on fait pas la même taille. Il y a des étiquettes sur les tenues MGT Design Il n'y a pas Racewear. besoin d'étiquette, il y a ton nom dessus carrément. Mais pour savoir la taille, si j'ai une tenue Ah d'été, bah, une tenue d'hiver. non, il n'y a pas de tenue d'été, de tenue d'hiver, mais oui, tu as la taille d'indiquer dessus quand même. Si, parce que moi, je perds de taille en été et je les reprends en hiver. Mais de toute façon, tu roules pas en hiver, tu habites dans le nord. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah écoute, bon, c'est à peu près tout pour les SX2. J'ai pas grand-chose à dire, hein. Anstie, il est toujours super chaud, même s'il a raté la Super Pole. Ouais, c'est Enzo Lopes qui l'a raflé. Après, il me semble qu'il est tombé dans les whoops, Enzo Lopes, en deuxième manche, et qu'il a marqué 0 points dans celle-ci. Donc, Anstie se dirige tranquillement vers le titre. McElrath, c'est mieux. Peut-être qu'on aura une bataille Anstie-McElrath avant la fin, mais ouais, pas grand-chose à dire sur la catégorie 6-2. Ouais, non, il y a des fois, je suis à deux doigts de l'avancer carrément la manche, mais je me dis, Ah bon, ouais? non, vas-y, quand même, par respect, et puis si jamais il se passe quelque chose ou quoi, mais bah, c'est vrai que, non, là c'était un peu mieux, parce que, mais, enfin, quand tu vois Steve partir devant, enfin, c'est un peu Lorenz que tu vas partir devant, tu vois, Hmm. toute proportion gardée, mais du coup, tu sais qu'il y a pas grand monde. Donc, quand j'ai vu McElrath partir dans le wagon, ou je crois qu'il est déjà parti devant lui aussi à un moment donné sur une des manches, mais il s'est fait doubler ensuite. Bah voilà, je regarde un peu plus attentivement, mais c'est vrai qu'une fois que tu avais Nsti premier, ça bougeait pas trop. Après, c'est intéressant quand même avec Coty Shock et Enzo Lopes, justement, aussi qui roule pas mal. Cullen Park aussi qui y va, qui met de l'engagement. Donc derrière, c'est déjà un peu plus intéressant, mais c'est vrai que devant, il y a pas grosse bataille. Ouais. Bon, bah écoute, Clément, on va s'arrêter là-dessus, hein. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler du Grand Prix de Suède. Allez. Ah, mais franchement, nous, on est quand même engagés, hein, dans cette off-season. On se fait toutes les courses de championnat du monde de Supercross. C'est pas de vacances, quoi. Nous, on est vraiment. On se donne, on fait encore plus de courses que les athlètes, quoi. Bon, on a pris des grosses vacances quand même cet été où on a raté quelques outdoors, mais. Ouais. Eh ben, merci Clément, c'était cool. Et merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr. On vous dit à la semaine prochaine pour parler du Grand Prix de Suède. Et d'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si vous aimez ce contenu. Parlez-en à vos proches. Et ouais, encore une fois, merci. Salut.